moi, pour avoir vu vraiment l'envers de ces foyers, il y a une véritable souffrance et j'ai déjà vu des personnes mourir aussi de ces souffrances-là. Okay. Et en fait, c'est ça aussi que je pense qu'aujourd'hui j'ai beaucoup de gratitude pour moi de me dire aujourd'hui, j'ai réussi à être entrepreneur, malgré qu'on a voulu me mettre dans une toute petite case. Moi, je voulais vraiment faire une structure qui était un peu vraiment comme un tremplin de jeunes artistes, ou en tout cas de mettre en lumière le couple cheval-humain, et pas juste l'humain qui sait être sur le cheval et faire des choses, quoi. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast. Je me permets de vous rappeler que la majorité des personnes qui nous regardent aujourd'hui ne sont pas abonnées à la chaîne. Il faut absolument que vous cliquiez sur s'abonner, ça vous permettra d'être informé des prochaines vidéos qui sortent, comme celle d'aujourd'hui avec Claire, mais aussi de donner du soutien et de la force pour moi et pour nos invités, puisque plus j'ai d'abonnés, plus je peux demander à des personnes de venir pour vous exposer leur parcours, leurs projets. Et donc, je compte sur vous. N'hésitez pas, cliquez sur s'abonner. Maintenant, je vous retrouve aujourd'hui avec Claire. Claire qui est invitée sur ce podcast pour parler d'abord d'elle et de ce qu'elle fait. Alors Claire, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Claire Bertin, je suis directrice artistique et gérante du Théâtre Équestre de Champagne. D'accord. Il est où le Théâtre Équestre de Champagne ? Il se trouve dans un village au plein cœur de la forêt d'Orient qui s'appelle Radonvilliers. Ok. Direction Brienne-le-Château. Très bien. Et comme je suis une amoureuse du parc de la forêt d'Orient, ça me tenait à cœur de créer quelque chose dans cet endroit. Et donc, du coup, j'ai créé ce théâtre en plein milieu. D'accord. Et donc, comment tu es venue à faire d'abord cette activité et puis tout simplement à créer une entreprise ? L'histoire avec les chevaux a commencé quand j'ai rencontré mon mari. Parce qu'avant, j'étais ce qu'on appelle une pure citadine. J'avais jamais touché un cheval de ma vie. Et quand j'ai rencontré mon mari il y a maintenant 14 ans, mon mari avait des chevaux et donc j'ai attrapé le virus comme ça. Mmh. J'ai eu un premier cheval, on a eu un deuxième cheval, un troisième, un quatrième, un cinquième. Tous en même temps ou l'un après l'autre ? En fait, ils ont chacun une histoire et en fait, un peu comme entre humains, ça a été une histoire de rencontre avec chacun d'entre eux. Ok. Et à l'achat de mon premier cheval, on était dans une écurie qui faisait un peu de spectacle équestre. Et en fait, je suis tombée dans ce milieu où j'ai commencé à me former. Et après, petit à petit, j'ai fait des salons. J'ai fait 2 fois le salon du cheval à Paris, je suis allée 2 fois à Angers, je suis allée en Belgique, dans le sud de la France. Et en fait, au fil des années, j'ai pu me former auprès d'artistes plus reconnus. Et petit à petit, j'avais ma petite, entre guillemets, carrière en plus de mon travail à côté. Et puis on avait créé une association de spectacles pour faire ça en plus le week-end. Donc c'était vraiment ma passion, c'était vraiment notre passion à tous les deux. Et quand il y a eu le Covid, du coup toutes ces manifestations-là se sont arrêtées. Et bizarrement pour moi, ça n'a pas été un moment douloureux. Ok. Ça a été une révélation dans le sens où je me suis rendu compte que ça ne me manquait pas forcément d'être sur scène. Par contre, ce qui me manquait, c'était de pouvoir créer des spectacles. Et c'est là que je me suis rendu compte que ce qui m'animait, c'était de créer des spectacles, de proposer des spectacles. Et en fait, jusqu'à maintenant, on appelle ça des numéros, des tableaux que je proposais un peu à droite à gauche en France, j'avais toujours une thématique, un message derrière. Et en fait, je restais toujours un petit peu sur un goût d'inachevé. Parce que en 7 minutes, vous n'avez pas grand-chose, vous n'avez pas trop le temps de raconter quelque chose. Et de là, je dis à mon mari, je dis je pense qu'on pourrait essayer peut-être de créer une salle de spectacle adaptée aux chevaux et que moi je puisse créer mes propres spectacles avec les propres messages que j'ai envie de communiquer. Sachant que le bien-être animal est un sujet un peu en ce moment omniprésent, sur lequel on est beaucoup regardé. Et donc je voulais créer une salle qui était avec laquelle on pouvait travailler dans l'aube, parce qu'il faut prendre la météo en compte. Et il y a aussi le fait que je voulais aussi une salle qui était adaptée pour les chevaux, parce que du fait que j'ai été dans plusieurs salons, j'ai vu que le bien-être n'était pas toujours au rendez-vous. Okay. Faute de moyens, faute de financement, faute
faute d'espace ou de connaissances, hein, tout simplement. Et parfois, j'ai dû faire travailler mes chevaux dans des endroits qui n'étaient pas forcément adaptés. Et je voulais vraiment créer un endroit qui était adapté pour avoir vraiment cette rencontre entre l'homme et le cheval. Parce qu'en fait, je considère que le cheval, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il laisse personne indifférent. C'est un incroyable vecteur d'émotion. C'est un animal, quand on le voit, même si on a un peu peur, on a envie de le toucher quand même, on a envie de le regarder. Et donc, je voulais créer un lieu qui était pour cette rencontre. Ok. Donc tout ça, finalement, la rencontre, c'était le mari d'abord. Oui. Les chevaux. La passion après. Voilà. Donc cavalière émérite. Alors, je ne sais pas si je suis cavalière émérite parce que je fais partie des cavaliers qui considèrent qu'on apprend toute sa vie. C'est un sport très exigeant, que ce soit physiquement ou mentalement. Il faut savoir qu'on met notre corps à l'épreuve. Même si on a l'impression qu'on est juste porté, mais c'est un sport qui abîme beaucoup physiquement. Et puis mentalement, vous vous retrouvez, vous n'êtes pas face à une moto ou à un vélo qui n'a pas de réflexion, vous vous retrouvez devant un être qui vous met face à vos faiblesses, devant un être qui vous demande d'être humble, devant un être qui vous demande de vous remettre en question. Et donc c'est une école de la vie d'être avec un cheval tous les jours. Et donc moi j'ai eu la chance de rencontrer des artistes internationaux qui m'ont formée, j'ai eu la chance que toute la partie dressage montée, je l'ai appris avec un ancien instructeur du Cadre Noir qui est l'école française militaire. Donc j'ai en fait toute cette histoire-là, en fait ça a été qu'une histoire de rencontre. Et encore aujourd'hui, je prends encore des cours, encore aujourd'hui je fais des rencontres, encore aujourd'hui je rencontre des chevaux qui m'apprennent des choses. En fait c'est eux mes maîtres. Et c'est un peu la rencontre comme aujourd'hui en fait. C'est rencontrer un autre être, non mais rencontrer une autre personne, et en fait ça va forcément apporter quelque chose. Et en fait on s'ouvre à quelque chose, et avec les chevaux c'est un peu pareil, sauf qu'on est avec un être qui ne parle pas la même langue que nous, quoi. C'est vrai que tu fais le parallèle sur notre rencontre, mais moi l'objectif de la chaîne au départ c'est de rencontrer des gens, de découvrir des parcours de vie. Tu me parles beaucoup d'émotions, tu me parles beaucoup de transmettre des messages. Qu'est-ce qui toi, aujourd'hui, te motive à transmettre des messages? Est-ce que tu as une histoire personnelle, je crois, qui te destine peut-être à être plus sensible? En tout cas, je ne sais pas si ça me permet d'être plus sensible. En tout cas, cette histoire personnelle, en fait, mes parents n'ont pas toujours été forcément... n'ont pas forcément toujours eu les moyens d'être des parents comme on le pense, et notamment mon père. Et en fait, je me suis retrouvée dans un foyer. Et en fait, il faut savoir que dans un foyer, quand vous êtes placé dans un foyer, quand vous avez des frères et sœurs, vous êtes séparés. Donc on sépare les fratries et vous vous retrouvez un peu seul. Et en fait, ces années de foyer, quand vous êtes dans un foyer, il faut savoir que on ne vous apprend pas à réussir. On prend soin de vous, on s'occupe de vous, on vous donne à manger, mais on ne vous apprend pas à avoir des perspectives dans l'avenir. On vous dit, voilà, tu es un enfant de foyer, il va falloir aller à l'école, tu vas aller jusqu'au bac, et après ça va s'arrêter, et après on vous lâche dans la nature. C'est la réalité de ces enfants qui sont dans le foyer. Après le bac, on les lâche, et ils sont comme ça. Oui, j'ai un de mes plus proches amis qui est éducateur et qui m'explique qu'il y a une contrainte aussi de place. Oui, une fois que les enfants sont majeurs, c'est pas du tout ce que je dis, c'est pas du tout à charge de ces personnes-là, parce que c'est un vrai métier, et ces personnes-là ont une vraie dévotion par rapport à ces enfants qui sont en véritable souffrance. Mais aujourd'hui, le système fait que ces enfants, et il y en a beaucoup, on leur dit au mieux tu vas avoir un travail, au mieux tu auras une maison. Et si tu as vraiment de la chance, tu pourras peut-être construire une famille. Mais on vous dit pas, tu vas réussir, on te dit pas que tu vas pouvoir gagner de l'argent, on te dit pas que tu vas pouvoir passer un step au niveau de ton niveau de vie. On te dit pas tout ça. On n'apprend pas en fait l'ambition. Non, on t'apprend pas l'ambition, et on te dit il faut surtout rester dans cette petite case. Parce qu'il faut surtout, vu que tu pars déjà pas bien dans la vie, il faut surtout éviter la case prison. Donc ça, il y a beaucoup de prévention qui est faite là-dessus, et c'est très bien, je trouve. Mais il faudrait aussi que cette prévention-là, elle soit aussi dans l'autre sens, dans le sens où on peut aussi dire à ses enfants, effectivement, il y a ce départ-là, mais tout est possible. Mais tout est possible. Et en fait, moi,
je pense que grâce à ces rencontres que j'ai pu faire, à un moment donné, j'étais dans la rue. J'ai toujours eu des rencontres qui m'ont enrichi et qui m'ont un peu tiré vers ce truc où je devais toujours rebondir. Et j'étais un peu en mode survie. Et en fait, quand j'ai commencé à voir mes chevaux, à être connectée, parce qu'eux, ils m'ont vraiment mis face à moi-même, en fait, parce que j'étais complètement déconnectée de ce que j'étais. J'étais quelqu'un qui était dans de l'exécutif et dans de la survie. Et le cheval est un animal de proie, est un animal de survie. Donc en fait, je me retrouvais quelque part face à moi-même, j'étais dans un miroir. Et quelque part, j'étais quelqu'un qui avait beaucoup de violence en elle. J'avais pas beaucoup confiance en moi, j'avais très peur. Quand vous êtes devant un animal de 500 kilos, il faut s'affirmer, il faut être sûr de soi. Et en fait, ils m'ont appris tout ce que je suis aujourd'hui. Ça veut dire que même si au niveau de la confiance, je pense qu'on on peut toujours faire mieux, mais en tout cas, ils m'ont donné cette force de pouvoir toujours continuer à avancer, de me battre. Et aujourd'hui, en fait, d'écrire ces spectacles avec un message toujours derrière, en fait, je pense que c'est un petit peu comme si je voulais faire un petit peu un retour, rendre un peu l'appareil. Ouais. Et ces spectacles, tu les destines parfois, du coup, à des enfants qui sont dans des situations semblables à celles que tu as vécues? Tu travailles avec des associations, Alors, c'est très compliqué de toucher ces associations-là parce que c'est des associations qui n'ont pas beaucoup de moyens. Donc, mais par exemple, à Noël, il y a le foyer de l'enfance dans lequel j'ai été, je leur ai offert des places. J'essaie de rentrer en contact, mais au jour d'aujourd'hui, là, on est ouvert au mois de novembre, donc j'ai tout un réseau à créer. Bien sûr. Et même d'être là aujourd'hui, je ne sais pas trop comment vous m'avez vu, mais en fait, j'essaie tout. En fait, la communication est un gros partie de mon travail. Et puis, moi, c'était pas mon travail à la base, donc je l'apprends aussi au fil de l'eau. Mais effectivement, d'écrire ce spectacle avec un message, c'est vraiment pour moi un peu rendre, parce que j'ai beaucoup de gratitude pour tout ce que j'ai aujourd'hui, en fait. Et du coup, aujourd'hui, vous travaillez en famille? Alors, Ton mari, il est avec toi dans mon mari, dans le projet, au jour d'aujourd'hui, je suis toute seule dans la structure, à travailler à 100% dedans. Mon mari, lui, il a gardé son travail à côté, parce que comme on est ouvert au mois de novembre, on ne veut pas faire n'importe quoi. Et puis comme j'ai une petite fille de 10 ans, et puis bon, on a encore nos 5 chevaux à nourrir, tout ça, financièrement, on ne veut pas faire n'importe quoi. Et on veut donner aussi la chance à ce théâtre à naître. Donc au niveau business, voilà, on a pris des décisions qui font qu'on essaie de sécuriser au maximum, parce qu'il a fallu 5 ans pour convaincre les banques de nous suivre, parce que quand on dit cheval, quand on dit divertissement, les banques ils n'aiment pas trop, surtout cheval. Et donc du coup, il a fallu leur expliquer que c'était pas un centre équestre, que c'était pas une écurie de propriétaires, c'était juste une salle de spectacle adaptée pour les chevaux. Et donc comme ce format-là n'existe pas dans la région, ou en tout cas ce format en intérieur n'existe pas, parce qu'il existe des spectacles équestres, mais la plupart du temps c'est en extérieur. Et donc du coup ça a été très compliqué de les convaincre. Surtout de leur dire qu'on voulait en plus prôner le fait de faire ça en milieu rural, de rendre ça accessible en milieu rural. Donc tout ça, ça a été un combat de 5 ans pour prouver qu'on avait les épaules pour le faire, qu'on était sûr de notre projet, donc il a fallu convaincre. Ouais, c'est pas évident la relation avec... on en parlait aussi d'ailleurs avec l'invitée précédente, qui m'expliquait que, même en ayant une étude de marché solide, etc., puis elle en a dit peut-être un peu plus hors micro qu'au micro sur ce que c'est parfois comme galère d'aller voir les banques et de les convaincre. Donc j'ai tout à fait conscience, en effet, comme tu le dis, avec un projet qui sort des normes. Oui, en fait, c'est ça. Que les gens, en fait, te regardaient certainement avec des grands yeux, en mode mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Oui, et en fait, de toute façon, il n'y a qu'une seule banque qui nous a suivis à la fin du compte. Et on nous a clairement pas laissé le choix que d'ouvrir au mois de novembre, donc c'était pas forcément la meilleure période non plus. On n'a pas de décalage de remboursement d'échéancier, donc là, en fait, on doit faire nos preuves tout de suite, sans avoir même lancé une première saison. Pas de différé, ouverture, mensualité. Il faut ouvrir. Ok. Donc en fait, il a fallu faire ses preuves tout de suite. Mais après, c'est un choix qu'on a fait, parce que nous, on est convaincus de notre projet, on est convaincus que la culture peut exister en milieu rural, on est convaincus que le spectacle équestre peut exister dans le Grand Est. Il faut savoir qu'en France, on est le premier vivier d'artistes équestres
dans toute l'Europe. Et là, ici, en Champagne Non, ou... en France, on est le premier Ah, la vivier France entière, ok. de toute l'Europe. Ok. Donc, si vous prenez l'Europe, c'est en France qu'il y a le plus d'artistes équestres. Ok. Donc, pour dire que c'est vraiment culturel et même traditionnel, en fait, c'est quelque chose qu'on porte depuis des années. Et ces artistes aujourd'hui, en fait, pour travailler, et à part aller au Puy du Fou ou dans des grandes maisons, il n'y a pas grand-chose. Et surtout dans le côté est de la France, il y a un vide. Et donc, nous, je sais qu'il y a plein d'artistes qui sont super contents de venir travailler au Ils théâtre. sont en demande que ça fonctionne pour pouvoir eux aussi. Et même au jour d'aujourd'hui, quand on voit le cours de la vie, comme ça peut être compliqué, si vous voulez emmener vos enfants voir un spectacle, s'il faut monter à Paris ou au Puy du Fou, je suis désolée, tout le monde ne peut pas se le permettre au jour d'aujourd'hui. Et donc nous, c'était d'essayer de proposer quelque chose d'alternatif, mais de tout à fait aussi de qualité, quoi. Mais plus proche, avec une proximité. Et c'est aussi pour ça que le projet il a été aussi construit où j'ai voulu rendre le spectacle accessible. Par exemple, quand vous venez au théâtre, vous voyez le spectacle, et après vous rencontrez les artistes, vous rencontrez les chevaux. Toute cette partie coulisses, la plupart du temps, elle n'existe pas. Mhm. Mais moi, ce que je voulais, c'était vraiment mettre cette rencontre humain et cheval au cœur de l'expérience. Et ce sont des intermittents du spectacle, du coup les... Oui. Ok. Oui, c'est des intermittents du spectacle. Après, parfois, il y a d'autres personnes qui ne sont pas encore intermittentes, mais qui aimeraient se lancer, mais qui, faute de moyens ou faute de pouvoir rentrer dans des grandes maisons, parce que faut savoir que passer un certain âge, après, c'est un peu compliqué, surtout dans ce métier-là. Mm-hmm. Mais la plupart sont intermittents du spectacle. Puis là, il y a l'âge du cavalier et il y a l'âge du cheval aussi. Voilà, il y a les deux. Ouais. Puis il y a aussi, le cheval, il ne choisit pas forcément cette carrière-là, donc il faut adapter. Il faut être sûr de ce qu'on propose avec son cheval, en sachant que son cheval, il peut toujours dire oui ou dire non. Donc c'est un métier qui est assez... Il y a un aléa sur le spectacle qui est plus important que si c'est juste des humains qui décident de faire quelque chose ensemble, quoi. Voilà. En fait, c'est deux êtres en fait, qui se produisent. Il y a ça, et puis il y a aussi la communion des chevaux entre eux au cours du spectacle, parce que moi j'ai eu l'occasion, étant enfant, de monter un peu à cheval dans le secteur, et je me souviens que même sur des simples balades, il suffit qu'il ait décidé qu'il n'aimait pas le copain de devant ou le copain de derrière aujourd'hui, alors que d'habitude ça va, et puis on a beau essayer de marcher en file, il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc, Après, les chevaux de spectacle sont habitués à être ensemble, hein. Ça fait partie de l'éducation d'un cheval de spectacle. Nous, au théâtre, il y a les coulisses, les chevaux parfois sont en coulisses, on ne les entend pas, hein. Ils sont habitués à être ensemble. Personne ne vient faire un spectacle avec son cheval en plus. Si. Chaque artiste a son cheval. Moi, je veux mettre en valeur vraiment le couple, parce que dans les grandes maisons, on vous attribue des chevaux. Okay. Parce que la société a des chevaux pour le spectacle. Qui du coup, eux, sont de facto habitués à être ensemble toute l'année. Voilà. Et l'artiste est juste là, un peu, on le met dessus, on lui attribue 3-4 chevaux, et on lui dit tu t'en occupes pour la saison. Moi, je voulais vraiment faire une structure qui était un peu vraiment comme un tremplin de jeunes artistes, ou en tout cas de mettre en lumière le couple cheval-humain, et pas juste l'humain qui sait être sur le cheval et faire des choses, quoi. Ok, je comprends. Donc ça veut dire que des gens se déplacent continuellement pour aller à la salle de spectacle. À chaque création, ils viennent avec leurs chevaux. Comme on voit souvent sur les autoroutes ou autres, quand on prend ils ont des vents. Ouais, avec le cheval à l'intérieur. Oui, et voilà, ils viennent comme ça. Bon, ça fait une sacrée organisation, parce que ça veut dire qu'à chaque fois, il faut loger... l'humain et le cheval. J'imagine qu'en termes d'organisation, c'est quelque chose. Et du coup, l'infrastructure autour, forcément, il a fallu la financer. Et aujourd'hui, du coup, ça, c'est... La structure, quand on a créé le théâtre, on l'a vraiment pensé pour pouvoir accueillir des chevaux. Ouais. Après, nous, comme on est au cœur de la forêt d'Orient, il y a plein de gîtes. Donc, d'accord, les gens se logent à l'extérieur. Donc pas, nous, en fait, on a des partenaires de gîtes autour qui sont aussi contents. Ok, je pensais que tu avais dû aussi développer le couchage pour les humains, etc. Non. J'allais dire, ça doit représenter... Non, parce que nous, le but, c'était vraiment de créer une sorte de micro-réseau tout autour du théâtre. Il y a un écosystème, en fait, de gens qui travaillent avec vous, finalement. Le but, c'est de créer un écosystème. Hein. Le but, c'est que de faire venir les gens, mais que les gens comprennent que le théâtre, c'est un lieu de vie, déjà, avant d'être une salle de spectacle. D'accord, mais du coup, on parle de l'art,
On parle d'une économie qui est positive pour tout le monde finalement, puisqu'il y a des partenaires autour. Oui. Est-ce que c'était pas aussi la place du département et des organismes de tourisme, etc., d'aider ce projet? Est-ce qu'ils ont été au rendez-vous? Alors, ils ont été au rendez-vous. On a eu une aide de la région et du département pour nous aider, et du parc naturel de la Forêt d'Orient pour nous aider à créer ce théâtre. Donc ça, Ok. ils ont été au rendez-vous. L'Office de tourisme des Grands Lacs est un véritable soutien pour moi. Ils sont tout le temps là, ils viennent me faire des vidéos, ils m'aident vraiment à relayer l'information au niveau du théâtre. Donc, de ce côté-là, j'ai rien à redire dans le sens où c'est des véritables Il y a un soutiens pour moi. soutien. Ok, super. Ils sont vraiment accrochés au projet. Donc c'est quoi l'étape suivante? Donc j'entends que là, on fait un podcast, les gens qui nous écoutent apprennent Mon projet. plus de choses sur le projet, mais surtout, au-delà de la salle de spectacle, le spectacle équestre, etc., l'histoire humaine qu'il y a derrière et puis la volonté de créer les émotions que tu évoques, mais aussi de montrer ce lien cheval-animal. Donc tout ça, on l'entend. J'espère que ceux qui nous écoutent, ça va leur donner envie évidemment de venir découvrir. On mettra le lien sous la vidéo du site internet avec les spectacles à venir. Je regarde Johanna derrière la caméra qui est notre spécialiste pour tout ça, le montage, la publication des vidéos et tout. Mais comment on peut... l'étape suivante, c'est quoi? Comment on peut aider à mettre en avant L'étape suivante, de toute façon, ça va être la communication. C'est que le théâtre, en fait, il est né au mois de novembre. Donc là, maintenant, il faut qu'il apprenne à se faire connaître. Il faut que... Jusqu'à maintenant, en fait, il a un peu cette image un peu... je ne veux pas dire inaccessible, mais un peu... on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Et c'est vrai que quand on vient au théâtre, la plupart des gens... Et je ne dis pas ça pour me lancer des fleurs, mais les gens se prennent un peu une claque dans le sens où, en fait, il y a beaucoup de gens qui ne s'attendent pas à voir le spectacle qu'ils voient. Parce que dans les spectacles que je crée, il y a du théâtre, il y a de la danse, il y a du cheval, il y a du feu, il y a de la jonglerie, il y a de l'aérien. Et en fait, ce mélange de tout ça, c'est un peu une mayonnaise qui prend. Et les gens ne pensent pas voir un spectacle de cette envergure, si je peux dire, en milieu rural, et pas si loin de Troyes, en fait. Et qui est le public finalement? Nous, jusqu'à maintenant, on a des familles. Okay. Après, on a eu des personnes en maison de retraite, on a eu des associations pour des enfants handicapés. Je pense qu'on touche quand même un panel de gens assez large. Okay. Après, je touche pas forcément des cavaliers, parce que je pense que les cavaliers, soit on en a déjà vu, ou c'est pas forcément quelque chose. Quand on est cavalier, on est dans son sport, et parce que le spectacle équestre a parfois un peu une image hors sport de l'équitation. D'accord, je comprends. Comme c'est très artistique, on pense qu'il n'y a pas forcément un entraînement sportif derrière, tout ça, alors qu'il y en a un. J'imagine s'ils font des acrobaties et autres. Mais parfois, c'est un peu l'image un peu du spectacle équestre. Ok. Et en fait, donc du coup, c'est vrai que c'est moi, on me dit qu'il faut démarcher les centres équestres, mais quelque part, c'est pas forcément ma clientèle, je pense. Ton public cible, ouais, ce serait plutôt bon. Alors, on parle des écoles, des associations, etc. Ça, évidemment, pour faire découvrir aux enfants de différents âges, les personnes âgées, puisque les maisons de retraite, les associations de tout genre, peut-être les séminaires d'entreprise pour des manifestations professionnelles. J'ai eu des demandes pour des séminaires et notamment de faire des team building pour les salariés autour des chevaux. Okay. Parce que moi, ma spécialité, c'est le travail en liberté. Donc, ça veut dire que le cheval il est en liberté autour de nous. Okay. Et en fait, je travaille sur l'intention, sur la conviction à avoir à côté d'un cheval. C'est vrai que c'est un animal, tu parlais tout à l'heure de confiance, etc. Moi, je me souviens de cette époque lointaine où je montais un petit peu. C'est vrai que les premières découvertes, il y avait beaucoup d'appréhension. C'est un animal qui capte tout de suite l'émotion dans laquelle tu es, en fait. Donc en fait, devant un cheval, tu peux pas mentir. Donc tu peux paraître le plus sûr de toi. Le cheval, il te met devant tes failles, en fait. Donc en fait, si tu n'as pas un minimum de conviction, de hargne à te montrer, le cheval, il va tout de suite te mettre face. Je souris parce que je me souviens qu'une fois, je suis monté avec mon petit frère et le cheval avait décidé que c'était pas le moment pour lui de partir en balade, mais le moment de manger. Et je me souviens qu'en effet,
s'il a décidé de faire un truc et que tu n'as pas assez de conviction, il t'emmène là où il a envie. Voilà. Et... Bah, il reste plus fort que nous dans tous les cas. Hein. Ça reste un animal qui fait à peu près 500 kilos ou même plus parfois. Donc un petit poney, même les petits poneys de centre équestre, il faut savoir que ça fait entre 200 et 300 kilos déjà. Je veux dire, quand tu as cette masse-là qui décide de ne pas t'emmener où tu n'as pas envie de t'emmener. Et donc, du coup, là, on a déjà créé des séminaires pour les salariés, pour les mettre un peu dans ces exercices-là. Super. Avec des outils d'énéagramme, tout ça, tout ce côté psychologie m'intéresse. Moi, je suis passionnée de ça depuis des années. Et donc, du coup, j'ai créé une sorte d'atelier pour les salariés d'entreprise à cet essence-là. Et pour les écoles, pareil, là, à la fin du mois, on a fait un atelier pour les écoles, pour les enfants, autour des chevaux, mais sans les monter dessus, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on vous dit un cheval, il faut forcément monter dessus, mais en fait, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire avec. Et les enfants auraient tout à gagner à déjà apprendre à gérer un poney ou un cheval à pied, que déjà de les prendre. Dessus, Bah, moi, je fais souvent le parallèle, en fait, que de prendre un enfant et de le mettre sur un poney ou un cheval, c'est comme si nous, on mettait jeune permis dans une Ferrari. C'est pas donné à tout le monde de conduire une Ferrari tout de suite, je pense. J'aurais bien aimé, mais moi aussi, j'aurais bien aimé. Je suis pas sûr du résultat. Mais je suis pas sûre que j'aurais réussi à la conduire du premier coup. Mais je pense que ton parcours personnel doit être mis en avant pour expliquer aussi comment tu en es venu à faire ce que tu fais aujourd'hui. Mais ça, c'est un peu plus délicat de... Ouais, je me doute bien, ça touche à des choses qui sont... Bah après, non, c'est juste que je trouve que c'est pas si exceptionnel que ça, en fait, tout simplement. Parce que moi, en étant été dans les foyers, j'ai vu des parcours plus difficiles que le mien. J'ai vu des profils vraiment avec des histoires beaucoup plus lourdes. Ouais. Je me sens pas si exceptionnelle. Bah, je vais pas dire exceptionnelle, mais je me sens pas si différente. Ce que j'ai fait, je le dis souvent, et c'est peut-être un peu cru de dire ça, mais j'ai fait de la survie comme un chien aurait survécu, quoi. J'ai travaillé pour manger, j'ai travaillé pour faire mes études. Je trouve pas ça si exceptionnel que ça. Après, moi, pour avoir vu vraiment l'envers de ces foyers, il y a une véritable souffrance, et j'ai déjà vu des personnes mourir aussi de ces souffrances-là. Okay. Et en fait, c'est ça aussi que je pense qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de gratitude pour moi de me dire aujourd'hui, j'ai réussi à être entrepreneur, malgré qu'on a voulu me mettre dans une toute petite case, sans moyens, parce que j'ai pas de fonds perso. Pas d'héritage, pas de... J'ai pas eu d'héritage, j'ai pas comment on appelle ça, de patrimoine à mettre en avant. Mon mari non plus, donc en fait on y a vraiment été que à convaincre par ce qu'on était nous. Et donc effectivement là-dessus j'ai de la fierté d'avoir réussi à convaincre pour ce que je suis. Mais après, à côté de ça, est-ce que je peux vraiment apporter quelque chose ? Comme je le disais tout à l'heure, je ne sais pas si en faisant le podcast, je vais pouvoir apporter quelque chose. Mais c'est vrai que le président du département me disait aussi qu'il aimerait pouvoir faire organiser des choses pour que je parle de mon parcours. J'ai pas de mal à en parler, mais après, je ne sais pas si ça apportera vraiment quelque chose. J'en suis pas sûre aujourd'hui. En fait, pour moi, il y a deux axes de réflexion. Le premier, c'est dire... montrer au monde que c'est possible, c'est exactement ce que tu dis. Oui. Finalement, tu dis j'ai rien fait d'exceptionnel, mais en même temps, on nous apprend pas à faire ça. Oui. Alors que finalement, si c'est pas exceptionnel, ça veut dire que tout le monde peut le faire. Je pense pas être la seule sortie du foyer qui a fait une entreprise. Mais... Donc ça veut dire qu'il faut le promouvoir. Oui, et je pense que le fait que ce que tu as créé, le spectacle en lui-même, mais aussi toute cette connexion aux chevaux, aux gens, etc., ça peut être un lieu pour le promouvoir. Donc, quelque part, il y a peut-être des projets à monter dans ce sens-là aussi, avec que ce soit les foyers, les centres où il y a des éducs qui sont toujours en recherche aussi de ce qu'ils peuvent faire à leurs jeunes qui galèrent. Hein. Moi, en tout cas, quand j'en parle à mon ami, c'est pas toujours évident. Après, voilà. Ils sont vraiment ces éducateurs-là. Moi, je sais que il y a des personnes qui se sont occupées de moi que j'oublierai jamais. Parce que ces personnes-là, ils m'ont aidé, ils m'ont tendu la main, alors qu'à cette époque-là, il n'y avait personne. Effectivement. Donc, il y a ce premier aspect pour moi où par l'exemple,
et donc en faisant aussi finalement travailler la structure que tu as créée, tu peux amener cette réalité-là aux jeunes. Et puis le deuxième aspect aussi, c'est que je pense que comme ça fait vraiment partie de toi et de ton pourquoi tu as créé ça, et de quelle est la mission de l'entreprise que tu as créée, c'est ce qu'on appelle le storytelling, tu sais, en tant que chef d'entreprise. Et en fait, c'est toi qui incarne ta boîte aujourd'hui, donc depuis novembre, c'est toi l'image. Et donc, ton parcours, ton histoire, il faut que tu la mettes en avant, ça en fait partie. C'est ce qui va peut-être aussi emmener les gens. Si c'est pas le spectacle équestre, c'est parce que ce spectacle a été fait par toi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Donc, c'est pas dire, bah oui, mais ça veut dire que je me sers de mon image ou de mon parcours, parce que tu sais, nous, on forme des agents immobiliers, on forme des commerciaux, on forme des gens qui font de la gestion de patrimoine, de l'emprunt et tout. Donc, en fait, et c'est souvent des reconversions professionnelles. Donc, c'est des gens qui n'ont pas toujours l'âme d'un commercial au sens où le grand public l'entend. Les gens qui nous écoutent, c'est des gens qui sont capables de raconter plein de choses, qui... Tu sais, il y a des gens qui viennent à nous, qui ont des parcours professionnels qui ne sont pas du tout commerciaux, mais parce qu'ils ont cette sensibilité du relationnel, et des bagages qui font qu'ils arrivent à... Cette envie d'accompagner les gens, tu sais, la connexion, je pense notamment à une de mes collaboratrices où tous ses clients deviennent quasiment ses amis, ou en tout cas ils l'adorent, etc. Mais du coup, quand on leur apprend la version commerciale du métier, tu parlais de psychologie tout à l'heure, on apprend beaucoup de psychologie dans notre métier, qu'est-ce que le client ressent, pourquoi, comment on va le conduire à prendre une décision qui est bonne pour lui, mais c'est une forme de manipulation le commerce, puisque en fait tu écoutes les émotions des gens, et puis tu sais que parfois leurs besoins et leurs désirs ne sont pas toujours corrélés. Ils viennent avec l'envie d'acheter un château en Espagne pas cher, et puis ils ont besoin d'une maison 3 chambres qui est située entre le travail de monsieur et le travail de madame, etc. Et il faut réussir à corréler les deux. Et t'en as plein qui nous disent, moi je me sens pas capable de raconter des choses pour faire avancer la machine. Sauf qu'au final, si tu le fais pas, t'aides personne. Puis ça leur demande aussi, je pense, à être connectés à ce qu'ils sont et être dans l'instant présent pour pouvoir être vraiment dans un... Authentique et dans un temps d'écoute aux clients vraiment vrai, quoi. Ouais. On a bossé ça récemment, l'écoute active. Parce que c'est vrai que d'écouter vraiment quelqu'un, c'est quelque chose qui n'est pas non plus vraiment donné à tout le monde. On ne nous explique pas à vraiment être vraiment avec la personne, à vraiment l'écouter. C'est pour ça que pour le podcast, on met notre téléphone en mode avion. Et... Tout à fait. Ça évite les distractions. En tout cas, voilà, moi, si je peux te donner mon avis d'entrepreneur, je pense que tu as un formidable parcours et qu'il faut le mettre en avant, il faut le présenter. Moi, je serais satisfait de pouvoir faire découvrir à mes collaborateurs, tu nous tiendras au courant des dates et des tarifs, etc., pour qu'on puisse organiser peut-être un moment tous ensemble pour venir découvrir un spectacle. Pas de souci. Et je te donnerai le téléphone de Laurent qui a créé avec sa femme les Ambassadeurs, que tu puisses rentrer en relation, parce que je pense que ça c'est exactement pareil, le type de projet et de personnes avec qui vous connecterez, c'est sûr, et il te fera une place. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai omises ou que tu souhaites rajouter sur le projet? Non, après c'est vrai que de venir aujourd'hui c'était un peu un challenge pour moi parce que effectivement de mettre en avant mon histoire je le fais pas naturellement et donc voilà, je tenais à te remercier pour l'opportunité et puis non je pense avoir parlé du théâtre comme il est vraiment, d'avoir parlé de moi comme je suis vraiment. Voilà. Super. Est-ce qu'on peut terminer par ton actualité? Souvent, je demande qu'est-ce qui arrive prochainement avec une date peut-être pour le couper ensuite et le mettre en avant sur les réseaux sociaux. Alors, la prochaine actualité, c'est la création qu'on va mettre en place à partir du 18 juillet. Okay. Donc, on va jouer 2 week-ends, donc le week-end du 18 juillet et le week-end d'après. Et c'est un spectacle qui s'appelle Douce et Rage. Et où j'interprète Rage. Peut-être un petit parallèle. Et qui fait Douce? Douce, c'est une comédienne qui s'appelle Olivia Masseron, qui est originaire de l'Aube. Ok. C'est pas parce que je pensais que tu allais me dire Douce, c'est le cheval et Rage, c'est moi. Non. J'interprète Rage avec mon cheval, un de mes chevaux de tête avec lequel je fais tous les numéros montés. Ok. Qui est vraiment mon. C'est un cheval avec lequel c'est vraiment mon alter ego. Ok.
Et donc, Douce est interprétée par Olivia. Et donc, c'est un spectacle sur comment on vit nos émotions, comment elles nous traversent. C'est vraiment en phase avec tout ce qu'on vient de dire sur le podcast. Tout à fait. Super. Voilà. Et bah écoute, on mettra le lien sous la vidéo et puis C'est gentil. Johanna nous en coupera une partie pour le mettre en avant sur C'est les gentil. réseaux. Merci beaucoup. Merci à toi, au plaisir. J'espère que le podcast vous a plu et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.